suis ravi voilà, d'introduire cette journée de rencontres professionnelles autour du sujet qui est affiché derrière vous, agir pour un retour des publics, qui nous paraissait un sujet extrêmement important, qu'il était déjà en contexte pré-pandémique, pré-Covid, et qui s'accélère, en tout cas s'est accéléré récemment sur les derniers mois et ce contexte. C'est pas forcément un ressenti, c'est-à-dire qu'on a quand même pu faire, dans le cadre donc, des différents coups de fil que vous avez pu recevoir d'Octopus et des enquêtes qu'on a pu vous envoyer, on avait fait un sondage, certains d'entre vous doivent s'en rappeler, qui avait été suivi par les adhérents, sur lequel on demandait quelles étaient, selon vous, les différentes baisses de fréquentation que vous pouviez rencontrer dans la totalité de vos activités, que ce soit en diffusion, en pratique musicale, etc. Ce qui ressortait de... on a fait des jolis camemberts qu'on a montrés à la DRAC, etc. Ce qui ressortait de ces sondages, c'était que la grande majorité d'entre vous, en tout cas des répondants, exprimaient une baisse de fréquentation de leur activité, qui était en grande majorité autour de 30%. Alors on était sur, voilà, tout le monde n'avait pas fait une clôture, des chiffres, etc. Mais on était sur quelque chose de cet ordre-là, moins 30. Pour certains, moins 60%, ce qui est quand même assez conséquent en termes de baisse d'activité, en tout cas de fréquentation. Et on était hors du cadre purement billetterie, spectacle. On était sur voilà, l'ensemble des pratiques. Donc ça peut être les studios de répétition, ça peut être plein de choses, des actions culturelles, etc. Donc de ce constat-là qui a été réalisé en fin d'année dernière, voilà, on se pose ces questions du retour des publics et notamment de quels sont peut-être les mécanismes déjà identifiés qui pourraient nous permettre de comprendre cet éloignement et en comprenant ces mécanismes aussi de se poser la question de comment fait-on pour inciter à un retour. Voilà, donc vous le savez, hein, sur la partie contexte, on a eu plusieurs choses successives qui ont pu entraîner cet éloignement. On a eu évidemment des attentats au Bataclan avec des plans Vigipirate renforcés. On a eu les questions aussi des décressons qui ont plus impacté peut-être les lieux que les publics directement, mais voilà, qui a pu aussi poser problème. La pandémie, le Covid, hein, avec les fermetures successives et notamment des protocoles sanitaires innombrables. Je ne sais pas si vous les avez comptés, on doit approcher à la dizaine, là, on doit être un petit peu en dessous de la dizaine. Donc voilà, un contexte assez particulier. Donc pour essayer de réfléchir, de répondre à cet enjeu, on a sollicité ici donc, sur le plateau Thomas Legon. Donc, merci Thomas d'être présent parmi nous. Donc Thomas, c'est indiqué derrière vous. Thomas est docteur en sociologie de l'EHESS. Mélanie Sescos, merci beaucoup d'être parmi nous. Donc directrice territoriale Midi-Pyrénées SACEM, si je ne me trompe pas. Okay. Et David, que vous connaissez, qui nous accueille sur cette assemblée générale et ses rencontres professionnelles, directeur de Pollux Asso et donc de l'Extreme Fest. Donc pareil, merci David de nous accueillir. Je rappelle, c'est une coorga aussi avec Arpège et Trémolo, mais on l'a dit hier, tout le monde est au courant. Voilà pour le panel. Et moi, donc Guillaume Gouzy, Fédération Octopus, chargé d'information ressources. Donc je vous ai dressé un petit peu le contexte. Je vous propose en préambule de nous concentrer sur, pour moi, un sondage qui fait sens, que Mélanie va nous présenter, qui traite de l'intérêt des Français, d'un ensemble de populations dans les territoires pour la musique, de manière à ce qu'on puisse se rendre compte de l'intérêt exprimé, de ce que ça peut représenter. Et ensuite, nous rebondirons. Évidemment, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Hein, on a des micros HF, et donc vous pouvez tout à fait intervenir quand il y a des remarques ou des choses sur des sujets sur lesquels vous souhaitez rebondir. Pardon ? Non ? Ok. C'est rebondir, les gens qui rebondissent, c'est ça qui vous a fait ? Un agitage de micro, je ne l'ai pas vu. Donc alors, le micro est tout en haut. Ok. Merci Louise. Ok, moi je vous propose qu'on attaque tout de suite dans le vif du sujet. Donc Mélanie, déjà merci d'être parmi nous. Donc je vais basculer sur notre étude que vous voyez s'afficher normalement derrière vous.
parfait, les Français et la musique dans les territoires. Mélanie. Oui. Bonjour à tous, merci à Octopus de m'avoir invité ce matin. Donc j'ai compris que la nuit avait été... Allez, c'est fini. A priori, c'est un sujet qu'on ne peut aborder. Tu as été... voilà. Tu as été coupé. En fait, je voulais dire que je ne voulais pas vous saouler avec des chiffres ce matin, donc je vais essayer de résumer rapidement cette enquête qu'on a commandée à Opinionway en novembre 2021, donc c'est assez frais. C'est un sondage qu'on a commandé à l'occasion du Salon des maires qui se déroule à Paris chaque année et où la SACEM, bien entendu, est présente pour sensibiliser les élus finalement sur l'avis des Français sur la musique. Et 3 points importants sont ressortis de cette étude. Le premier, c'est évidemment que les Français sont des mélomanes et sont complètement convaincus des bénéfices de la musique. Le second point, c'est qu'on a été extrêmement frustrés par cette pandémie, mais que dans cette frustration, il y a quand même des inégalités territoriales très marquées dans notre beau pays. Et puis le troisième point, c'est qu'il y a une réelle attente des Français par rapport aux élus et notamment aux élus locaux. Donc on a sélectionné avec Guillaume quelques points de cette étude qui est disponible sur le site de la SACEM, et peut-être que Guillaume vous mettra le lien. Je ne sais pas si vous avez un drive ou quelque chose. Oui, bien sûr. Voilà, si vous souhaitez les documents, on les mettra sur un drive ou une drop et vous y aurez accès. Voilà, c'est important parce que évidemment la SACEM voulait interpeller les élus, mais voulait aussi fournir à la filière musicale dont vous êtes les acteurs des informations, quelques données qui peuvent vous aussi vous aider dans les discours que vous pouvez porter auprès de vos élus locaux, départementaux, régionaux, etc. Alors, le premier point, je l'ai dit, c'est que les Français sont absolument convaincus des bénéfices à la fois sociétaux, économiques et territoriaux des expériences collectives de la musique. Donc ça, c'est important. Les Français sont mélomanes. On cite 3/4 des Français qui accordent une place importante à la musique dans leur vie et 25% une place très importante. Proportionnellement, dans ce panel-là, les moins de 50 ans et les citadins sont encore plus attachés à la musique. Alors, plus de 7 Français sur 10 se rendent dans des salles de concert, dans des cafés, bars, restos, dans des festivals. Donc ça, c'est quand même une bonne nouvelle. Je ne l'ai pas dit, mais c'était un panel de 2000 personnes de plus de 18 ans qui ont répondu à cette étude et de différentes catégories socio-professionnelles et disséminées partout sur le territoire. Et puis, la musique, elle est très largement associée donc, au plaisir, à 65%, à la détente, la sérénité, pour 59%, et à l'émotion, pour 44%. Donc, ce qui est important vraiment, c'est la dimension collective. La musique, ça évoque la fête, le partage, la convivialité. Voilà, donc ça, c'est très marqué dans cette étude. Alors, au-delà de ça, les bénéfices sociétaux qui sont très largement reconnus. Plus de 8 Français sur 10 estiment que les concerts, les festivals, l'écoute ou la pratique de la musique renforcent les liens sociaux. Donc ça, c'est des données évidemment importantes qu'on pouvait supposer, mais voilà, là, elles sont mises en avant par cette étude. Donc il y a un levier de rapprochement social très clair. Et puis, des bénéfices aussi patents en termes d'attractivité des territoires, puisque plus de 8 Français sur 10 considèrent la musique comme un puissant facteur d'attractivité des territoires. On parle de bien-être des habitants, de rayonnement économique également. On parle de création d'emplois, de valorisation de la culture dans les territoires. Et sans trop de surprise, les profils les plus convaincus de cet effet levier de la musique sont les parents d'enfants, d'adolescents et les femmes également. Donc ça, c'est assez marqué sur cette partie-là. Voilà. Donc ça, c'était le premier point. Et puis, le deuxième point, évidemment,
la pandémie qui est venue nous perturber très clairement. Et les Français se sont sentis en manque d'expérience musicale collective avec cette crise sanitaire. Près de la moitié d'entre eux ont déclaré que assister à des concerts, aller dans des cafés, des bars, des restos ou des festivals leur a manqué. Ça ne nous surprend pas. Ils se sont sentis extrêmement privés. Et sans surprise là non plus, ce sont les urbains qui ont exprimé davantage ce manque, les habitants des grandes agglomérations qui étaient davantage privés, puisque certainement plus habitués aussi à aller et fréquenter ces lieux-là. Également dans les personnes qui se sont senties privées, les moins de 50 ans, les personnes avec des enfants et les cadres et professions intellectuelles supérieures, ainsi que les personnes aux ressources les plus confortables, vraiment ont exprimé cette frustration qu'ils avaient ressentie par l'annulation des concerts et des festivals. Il est marquant aussi de constater que tout ce qui est pratique musicale en groupe, et on en parlait à l'instant avec David, et suivre également des cours de musique en présentiel, a manqué évidemment. Donc plus de la moitié des Français l'ont exprimé, et notamment ceux dont les enfants pratiquaient avant cette pandémie ces activités-là. 7 Français sur 10 estiment que les événements musicaux ont repris, mais sont moins nombreux qu'avant la crise sanitaire sur leur territoire. Donc ça, je rappelle, l'étude, elle date de novembre 2021. Juste après, on a eu à nouveau cette interdiction de concert debout. Là, les choses ont repris depuis mi-février, mais effectivement, il y a quand même ce sentiment que les propositions sont moindres, etc. C'est un sentiment, hein, ce n'est pas forcément une réalité. Et vous le savez bien, vous essayez de faire revenir les publics, vous, de votre côté. Mais en tout cas, le coup d'arrêt drastique, finalement, de la filière musicale, il est ressenti assez fortement encore. Et le redressement semble un peu difficile pour tous les Français là, qui s'expriment, en tout cas, à travers cette étude. Il y avait également à ce moment-là une question sur le pass sanitaire et la réponse a été assez notable. Hein. 7 Français sur 10, 71%, ont estimé que le pass sanitaire n'était pas un frein à l'accès des activités musicales. Donc dans cette rubrique-là, hein, sur cette frustration par le Covid, etc., il y a quand même une France à 2 tempos. Des inégalités territoriales extrêmement marquées entre les métropoles où la vie musicale est intense et puis carrément des déserts musicaux dans les communes rurales ou dans les communes de moins de 20 000 habitants. À l'échelle nationale et en moyenne, hein, les 2 tiers des Français sont plutôt satisfaits de l'offre musicale sur leur territoire. Mais on va trouver dans les moyennes en fait beaucoup de disparités. Donc effectivement, les métropoles de plus de 100 000 habitants, on constate une réelle effervescence, une fluidité d'accès aux différentes activités, aux offres, etc. En revanche, dans les communes rurales, hein, vraiment de façon très marquée, on le voit dans cette étude, et dans les communes de 2 000 à 20 000 habitants, on a une perception de déserts musicaux avec une offre musicale modeste, une accessibilité très compliquée à la fois aux lieux et aux événements musicaux. Et les Français qui résident dans ces communes sont significativement, vraiment, moins nombreux que la moyenne des Français à être satisfaits du nombre d'activités musicales proposées sur leur territoire. Donc on peut mettre ça en lien avec l'intérêt que les Français portent à la musique. Et c'est vrai qu'il y a une réflexion à mener autour de tout ça. Et je sais que vous œuvrez sur tout le territoire d'Occitanie, qui peut être à la fois très urbain, mais aussi très rural, pour faire vivre cette musique un petit peu partout. Alors, ce qui est intéressant de voir, et c'est le 3e point de cette étude, c'est que le soutien local est très attendu par les Français pour intensifier la vue musicale dans les territoires et la rendre aussi financièrement plus accessible, puisque évidemment, il y a une question de coût hein, dans tout ça. Et on l'a vu sur la précédente diapo, c'était la première raison, le coût d'accès à la culture et à la musique qui, entre guillemets, empêchait les publics. Donc, ouais. La question du coût était tout en haut. Ouais. Elle est importante et
je crois que Thomas rebondira d'ailleurs là-dessus, sur des solutions qui peuvent être proposées, et les bonnes et les mauvaises aussi d'ailleurs. Voilà. Donc pour terminer, les Français estiment clairement que le dynamisme musical des territoires, c'est une mission de proximité décentralisée. Donc la moitié considère que ce sont les municipalités qui sont les acteurs qui ont le plus grand rôle à jouer. Alors qu'ils estiment à 35% que les départements et régions ont leur rôle à jouer et à 16% que l'État a son rôle à jouer. Alors bien évidemment, ils citent aussi à 35% le tissu associatif, mais également ils citent des acteurs privés, donc des organisateurs d'événements musicaux, les gérants de salles de concert, les artistes aussi et les labels de musique pour une moindre part. Alors évidemment, les profils qui s'expriment le plus, qui expriment le plus d'attentes envers les collectivités, et notamment les collectivités locales, carrément les mairies, clairement, ce sont les plus de 50 ans. Voilà, donc c'est important de le dire. Donc de fortes attentes à l'égard des pouvoirs publics dans 3 domaines. Le premier, c'est multiplier les temps forts musicaux de partage collectif. Donc là, on cite clairement l'organisation de concerts, de festivals. Le deuxième, c'est accompagner la création. Donc, 40% quand même des Français aimeraient que les décideurs locaux multiplient les maisons d'artistes, les ateliers, les résidences, etc. Et puis, le troisième domaine, c'est encourager l'enseignement de la pratique musicale. Ça, c'est une aspiration d'un tiers des Français, donc des politiques musicales d'envergure. Et puis, l'éducation pour les jeunes. Et puis, dernier point, on vient de le dire, des aides financières qui seraient vraiment appréciées pour alléger le coût d'accès aux activités, aux lieux musicaux. 40% des Français estiment que le prix freine leurs activités musicales sur le territoire. Et c'est l'obstacle le plus bloquant qui est ressorti, en tout cas, dans cette étude. Donc, effectivement, ils attendent des efforts financiers de la part des pouvoirs publics. 3 Français sur 10, enfin, insistent sur l'importance de la promotion de la diversité des genres musicaux et la nécessité d'accompagner un rayonnement national et international des artistes locaux. Voilà, donc j'ai quand même utilisé quelques chiffres et j'en suis désolée, mais Guillaume a passé en même temps quelques slides assez marquantes. N'hésitez pas encore une fois à consulter cette étude, elle est en ligne sur notre site pour soutenir vos discours et puis presque vos plaidoiries auprès des élus. C'est un outil du plaidoyer, aussi bien à destination de l'ensemble des structures culturelles que de la SACEM également. Donc la question que je voulais te poser peut-être avant, peut-être des réactions si vous en avez, et des réactions de David et Thomas, c'est donc tu as expliqué le contexte de la présentation de cette étude. Est-ce que tu sais peut-être comment elle a été reçue par les personnes à qui elle a été présentée ? Comme toujours, il y a un temps quand même d'appropriation. Voilà, je parlais ce matin de l'étude sur les festivals qu'on avait menée il y a quelques années, où finalement on avait mis en avant que 1 euro dépensé correspondait à 7 euros de retour sur investissement pour le territoire. Et cette étude-là, à l'époque, quand elle est sortie, il a fallu un temps d'appropriation. Et désormais, je crois que c'est quand même bien en tête. En tout cas, ce chiffre-là est resté. Il y a eu d'autres études qui ont été comme ça commandées par la SACEM. Je pense aussi au panorama des musiques électroniques, qui a fait date à un moment donné. Et donc là, elle est toute récente. Forcément que ça va parler à certains élus, mais peut-être ceux en premier qui ont déjà un peu cette idée que la culture, elle a plein de vertus, la musique, qui sont sensibilisés à la musique, etc. Et on espère évidemment que ceux qui le sont moins vont le devenir. Et c'est pour ça qu'on continue évidemment à parler de cette étude. Donc là, aujourd'hui, notre boulot, c'est évidemment de la mettre en avant, d'en parler dans des assemblées comme celle de ce matin, et d'en parler régulièrement avec les élus qu'on peut rencontrer. Évidemment, à quelques semaines de la présidentielle,
on porte aussi ces messages-là, et notamment avec l'association Tous pour la musique, TPLM, qui a porté des propositions concrètes aux différents candidats à la présidentielle. Donc la SACEM est vraiment fer de lance dans toutes ces études, ces propositions, pour faire que la musique soit le plus diffusée partout, pour tous, sur tout le territoire. Merci beaucoup pour cette présentation très claire, très concise et sans trop de chiffres. Ça va, tout s'est bien passé? Ok, parfait. Peut-être alors vous n'hésitez pas à lever la main si il y a des réactions peut-être ou des interrogations, si vous souhaitez des précisions. Alors on a Philippe devant. Alors attends, le micro arrive, étant donné que on est filmé, donc il faut que tu souris, Philippe. Et il faut que tu... Merci Marion. On t'écoute. Ouais, bonjour. Moi, ça me gêne toujours un peu, cette histoire de c'est la distance et l'argent qui ferait que les gens viennent ou viennent pas dans l'organisation de nos activités. Je trouve ça un peu court. Je trouve ça... je ne sais pas ce que notre sociologue va, mais sans doute il va s'emparer de cette question, parce que ça dit pas grand-chose, quoi, ou ça dit des choses qu'on dit tous, mais je pense qu'elles sont pas justes, quoi. Donc voilà, c'était pour lancer un petit pavé. Vous me connaissez. À bientôt. Merci de ton intervention. Alors, on a une réaction peut-être à l'intervention de Philippe. Ouais, tout à fait. Okay. Jonathan, l'école John à Revel. Mais je rebondis complètement. En fait, c'est juste savoir si cette barrière dans l'histoire du coût, elle est quantifiée, parce qu'évidemment, si dans l'imaginaire, aller écouter un concert, c'est 90 € la place au Zénith, ça fausse un peu l'histoire, en fait, par rapport à un cours de musique, hein, ou un concert dans un bar, en fait. Et du coup, c'était juste pour savoir si dans ce delta-là, en fait, vous avez un truc qui est plus précis, ou pour l'instant, c'est juste le cadre général. Non, attention, ça reste une étude auprès d'un panel de 2000 personnes, hein, on est bien d'accord. Ça donne quand même, je pense, des grandes lignes, et en tout cas, ça soulève certaines problématiques. Après, ce n'est pas forcément celles que vous rencontrez dans vos structures, etc. Voilà. Là, c'est très général sur la France entière, sur 2000 personnes de 18 à 99 ans, sur des catégories socio-professionnelles très diverses et sur des territoires très très divers, bien entendu. Voilà. Oui, alors Et le sociologue va peut-être apporter un éclairage par rapport à ça. Oui, effectivement, juste d'un point de vue méthodologie, aussi, c'est des enquêtes déclaratives. C'est-à-dire, en fait, ça concerne qu'est-ce que les gens croient sur leur propre pratique. Ça ne veut pas dire que les gens mentent, mais ce qu'ils croient faire ou ce qu'ils croient être les causes de leurs actions ne sont pas forcément les causes objectives de leurs actions. Et ce n'est pas pour autant inintéressant de savoir pourquoi eux pensent qu'ils n'accèdent pas au concert. Le fait qu'ils se disent en fait parce que c'est loin, parce que c'est cher, même si en fait objectivement, maintenant ça fait quand même quelques décennies que les acteurs culturels s'emparent de ces questions-là, mais donc même quand on essaye de voir si c'est ça le problème et qu'on voit qu'objectivement c'est pas ça le problème, le fait que les gens continuent à le croire, ça a quand même un intérêt d'une certaine manière. Enfin, ça veut dire que ça va faire forcément partie de la relation avec votre public, quoi. Oui, tout à fait. On avait voulu vous éviter toute la partie méthodologie en préambule, mais voilà. Merci de la réponse. Oui. Une autre intervention peut-être? Ok, on enchaîne. Du coup, je souhaitais peut-être Thomas ou David, si vous souhaitez rebondir. David, peut-être par rapport à ton territoire, ton vécu, le Pollux, si tu as quelque chose à faire remonter par rapport à ce qui vient d'être présenté, et Thomas, peut-être aussi, si tu souhaites compléter. Tu vas en parler après, ouais. Non, j'ai pas grand-chose pour compléter. Ça me juste. parle comme ça parle à tout le monde. C'est des grandes lignes, c'est des grands thèmes. Là, la préoccupation, pour le coup, économique, c'est la préoccupation de tous les Français. Je pense en ce moment, encore plus en contexte de crise. Donc, même dans le milieu culturel, dans le milieu musical, il faut le garder en tête. C'est pas on pourrait faire baisser nos prix et ça sera toujours trop cher pour certains. C'est quelque chose de très, très subjectif. Et dans la manière dont on met en place nos opérations,
l'étude là de la SACEM nous rappelle qu'il faut garder en tête que la préoccupation économique est une préoccupation forte des Français et que le milieu de la culture et de la musique doit le garder en tête pour garder contact, justement, ce lien social dont on parle et on va parler, pour garder la connexion avec le public. Thomas, peut-être sur... alors, on avait réfléchi ensemble à aborder les questions de transformation des pratiques, des usages, une espèce d'état des lieux aujourd'hui, des modes de consommation aussi des publics plus jeunes, qui sont aussi un des publics qu'on a l'impression de voir s'éloigner de nos lieux, de nos pratiques, etc. Est-ce que tu peux nous faire un état des lieux de cet ensemble ? Oui, bien sûr. Alors merci déjà de m'inviter, de me faire confiance pour participer à ces journées. Juste effectivement pour préciser un peu plus peut-être d'où je parle. Donc moi je suis donc docteur en sociologie, sociologue couramment, et j'ai fait ma thèse sur comment les lycéens français faisaient pour avoir des avis a priori en musique et en cinéma, c'est-à-dire comment ils faisaient pour avoir des avis sur des musiques avant de les écouter et sur des films avant de les voir en gros. Puis après, j'ai continué à travailler sur beaucoup de pratiques culturelles en général, sur des domaines variés. Et je viens de participer à la publication d'un livre collectif dirigé par Florence Eloi qui s'appelle « Comment la culture vient aux enfants », enfants de 0 à 18 ans, publié par le DEPS et Sciences Po, le DEPS, département aux études du ministère de la Culture. Donc voilà, si ça vous intéresse, il y a des choses à lire. Et puis en parallèle, j'ai un peu la double casquette puisque je suis président de l'association qui gère la SMAC Filset en Seine-et-Marne en Ile-de-France. Donc quand même aussi quelque part collègues éloignés des contrées grises franciliennes. Et effectivement, je vais faire un premier point peut-être sur quelques transformations. Je ne vais pas aborder les choses de manière extensive et les données sur lesquelles moi je vais m'appuyer concernent le monde pré-pandémique. Donc c'est plutôt un état structurel qu'un état conjoncturel, on va dire, puisque là on a déjà eu un bon état des lieux de la partie conjoncturelle. Et puis, pour essayer de saisir les transformations dans le temps, comme ça, notamment sur un même public, le public jeune, et pour essayer de ne pas se tromper sur si c'est une transformation ou pas, et sur les causes de ces transformations, il faut distinguer, à mon avis, deux choses. Ça peut vous servir, je pense, pour votre travail en général. D'un côté, ce qu'on appellerait les effets d'âge. Donc, qu'est-ce que ça fait d'être jeune par rapport à la musique et ce, quelles que soient les générations. Qu'est-ce que ça a fait à vos parents, à vos grands-parents d'être jeune par rapport à la musique. Qu'est-ce que ça vous a fait à vous d'être jeune par rapport à être moins jeune, et ça, donc, encore une fois, quelles que soient les générations. Donc ça serait un effet d'âge. Et puis les effets de génération, qu'est-ce que ça fait d'être né à un certain moment, donc à un certain état de l'offre médiatique, de l'industrie musicale, du système scolaire. Et du coup, quand on grandit, est-ce que ça laisse des traces, cette génération-là? Donc effet d'âge, effet de génération. Et puis, on peut aussi essayer de distinguer ces transformations sur différents aspects des pratiques culturelles. Alors d'un côté, des pratiques qu'on pourrait dire effectives, faire ou ne pas faire quelque chose objectivement. Donc par exemple, avoir vu ou ne pas avoir vu un concert, être rentré dans cette salle déjà une fois dans sa vie ou ne jamais être rentré dans cette salle une fois dans sa vie. Et puis les goûts ou des goûts pour des registres, c'est-à-dire on peut faire très rarement des choses qu'on aime beaucoup. Par exemple, on voit que les gens sont très attachés au concert, mais en réalité, on sait qu'une minorité seulement va au concert au moins une fois dans l'année, et ça a toujours été le cas depuis qu'on a des statistiques. Alors qu'on peut faire tous les jours quelque chose auquel on n'est pas très attaché, par exemple, je sais pas, regarder la télé ou regarder un jeu télé qu'on n'aime pas beaucoup, mais de fait on le regarde tous les jours, par exemple. Ça c'est quelque chose qui arrive assez fréquemment. Donc ça vaut la peine de distinguer pratique effective et des goûts pour des registres. Et dans les premières transformations qu'on peut voir notables, on peut notamment distinguer des effets de génération sur les pratiques effectives. Et la plus notable, en fait, depuis comme on dispose de données dans le temps long grâce aux enquêtes pratiques culturelles des Français, donc qui étaient menées par le département des études du ministère. Donc moi, j'ai pas de chiffres à vous projeter, donc je vais pas en donner 1000 non plus, mais je vais juste donner des grands ordres de grandeur, hein, mais une des choses les plus notables, c'est que chaque nouvelle génération, depuis qu'on fait les études, chaque nouvelle génération compte plus d'auditeurs de musique réguliers, d'auditeurs de musique enregistrée. Donc ça, c'est pas un effet d'âge, c'est-à-dire la musique. Écouter de la musique, c'est pas un truc de jeune. C'est juste que, évidemment, comme les nouvelles générations commencent par être jeunes, plutôt que commencer par être vieilles, on a l'impression que c'est un truc de jeune. Mais en fait, le niveau d'écoute se maintient plutôt bien avec l'avancée en âge. Donc, en fait, si on imaginait qu'on n'allait pas subir
des transformations, des types effondrements économiques et écologiques dans les décennies à venir, ce qui sera malheureusement sans doute le cas, on pourrait vivre dans un monde où tout le monde écouterait tous les jours ou presque de la musique enregistrée. Donc cette impression que la musique c'est un truc de jeune, on la perdrait au fur et à mesure. Donc là, la dernière enquête en date de 2018 du coup confirme le constat qu'on connaît depuis les années 60, donc c'est un vieux mouvement entamé depuis 60 ans qui fait que les jeunes de 2018 sont encore plus nombreux à dire écouter de la musique tous les jours ou presque par rapport aux jeunes de 2008 et par rapport à vous quand vous étiez jeune, sauf si vous êtes né avant 2005, mais ça semble peu probable. Donc ça c'est vraiment un effet de génération. Également depuis une vingtaine d'années, donc un phénomène moins long, depuis moins longtemps, mais après un pic en gros dans les années 90, on a de moins en moins de jeunes qui déclarent avoir une pratique musicale en amateur, donc jeunes on va dire de 15 à 25. Donc ça reste une pratique juvénile parce qu'on a plus de chances donc d'avoir une pratique musicale en amateur quand on est jeune que quand on est vieux, mais ce caractère juvénile là de la pratique musicale en amateur, il est de moins en moins marqué. Et c'est pareil, si les choses continuent dans cette dynamique-là, dans 10 ou 20 ans, il est possible qu'en réalité, les jeunes ne pratiquent pas plus de musique que les autres tranches d'âge. J'en profite pour rappeler quand même que quelle que soit la génération qu'on observe, ces pratiques-là sont minoritaires, c'est-à-dire ça concerne toujours, en fait, par exemple, pratiquer de la musique en amateur, ça a toujours été une minorité, par exemple de 15-19 ans, qui disait pratiquer un instrument en amateur, même si ça pouvait être des grosses minorités, mais on n'a jamais eu, depuis qu'on produit des chiffres, une majorité de gens qui disent je joue de la musique. Et c'est la même chose pour les sorties au concert, je le disais, quel que soit le genre de musique ou la génération, en tout cas dans les données dont on dispose, on a toujours une minorité de la population qui vont au moins une fois à un concert par an. Donc il faut vraiment partir de ce principe-là. Quand on prend toutes les pratiques de sortie au spectacle vivant et qu'on regarde l'ensemble des Français, donc quel que soit leur âge, depuis qu'on a les données des années 70 jusqu'à aujourd'hui, on n'a jamais eu une majorité de répondants qui disent être allés à au moins un spectacle vivant dans l'année. Donc ça, c'est une base structurelle dont il faut avoir conscience quand on se pose des questions. Peu importe les territoires, peu importe. Alors là, c'est sur l'ensemble de la France, donc il n'y a pas dans l'enquête pratique culturelle des Français, il n'y a pas de spécificité. On peut savoir par exemple si les gens vivent dans des grandes villes, etc. Donc effectivement, à Paris, ça sera beaucoup moins le cas qu'ailleurs. Mais Paris, du point de vue des pratiques culturelles, c'est toujours un peu un pays différent du reste du pays. Donc ça serait difficile d'extrapoler au reste. Mais globalement, il faut quand même essayer de partir avec une sorte de modestie. C'est quand même une pratique minoritaire. Donc rien à voir avec l'écoute de musique enregistrée pour le coup. Et donc pour la sortie au concert, là aussi, on a plutôt de moins en moins de fréquentation de concerts. Par exemple, on a des données sur les concerts de rock, jazz. Et la génération qui est née entre 1965 et 1974, ça a représenté l'âge d'or, on va dire, de la sortie au concert. Ça montait jusqu'à cette génération-là et depuis, ça décline plutôt. Et il y a un décrochage plus net avec la dernière génération de ce qu'on voit dans les données, donc celle qui est née entre 1995 et 2004. Et puis après, ça dépend des genres musicaux. Par exemple, si on regarde pour les variétés nationales ou internationales, le pic était plutôt, donc l'âge d'or, c'est plutôt les années 70, et depuis, on est plutôt sur une forme de déclin, et notamment chez les jeunes, pour qui ça a été, c'est plus une pratique de jeunes depuis longtemps. Donc là, évidemment, c'est des grandes mailles de filet. Il n'y a pas de détail territorial, et on n'a pas des données sur tous les genres musicaux et tous les types de salles, encore une fois, mais ça donne des tendances d'ensemble sur ces modifications-là. Ensuite, on a des effets de génération toujours sur les goûts. Donc, comme je disais, pratique d'un côté, goût de l'autre. Et donc là, par exemple, on peut dire que le rap, c'était un genre juvénile dans les années 2000, qui était en compétition avec d'autres genres musicaux, à peu près au même niveau de préférence chez les jeunes. Et au tournant des années 2010, il est devenu dominant. Et en 2018, dans la dernière enquête, donc pratique culturelle des Français, on a une domination assez nette dans les préférences du rap, même si d'autres genres restent bien sûr populaires, notamment les variétés internationales, le R&B, l'électro et toujours le pop rock, même si le pop rock, encore une fois, ça a été un genre, je vais en parler juste après, mais ça a été un genre jeune il y a déjà quelques décennies. Et on peut, sans trop s'avancer, imaginer que la prochaine étude réalisée montrera encore plus cette prédominance du genre. Difficile à dire en réalité, parce qu'en fait ça dépend de qu'est-ce qui se passe pour le rap globalement. C'est-à-dire ça dépend pas uniquement de. Je vais essayer d'expliquer en quoi le rap, ça semble logique qu'il soit dominant, et ça nous permettra aussi de comprendre en quoi le rock est plus un genre tout à fait juvénile. Et quand je dis dominant d'ailleurs, ça veut dire que il y a une surconcentration des réponses quand on demande aux gens qu'est-ce que vous préférez, mais ça veut pas dire que tout le monde écoute ça. Par exemple, il y a une grande pratique d'écoute. Donc pratique effective d'écoute du rap parmi les jeunes. Donc il y aura
presque les 3/4 d'entre eux qui vont dire qu'ils en écoutent au moins de temps en temps, mais il y a moins de la moitié qui va le mettre dans ses genres préférés. Et il y a un peu plus de 10% des jeunes qui disent détester le rap aussi par ailleurs. Donc c'est pas une chose qui est non plus, c'est pas une hégémonie totale. C'est pas comme ça qu'il faut le voir. C'est juste que tendanciellement il y a plus une surdéclaration de la préférence pour ce genre-là par rapport à d'autres genres. Mais hyper intéressant cet éclairage, puisque si on ne regarde par exemple que les publications du SNEP sur les sorties, les certifications de disques, etc., c'est largement dominé depuis déjà pas mal de temps, pratiquement en grande majorité à 90% par des artistes qui viennent du rap. Donc cet éclairage permet de recontextualiser aussi un petit peu. Et puis si on prenait même l'ensemble des classes, des classes d'âge en France en 2018, complètement à rebours de ce qui est dit sur ces publications, le rap n'est pas la musique préférée des Français de fait. C'est toujours les variétés françaises et internationales, et ça c'est le cas depuis des décennies. Et en fait, le rap est quand même vraiment loin. Il y a plein d'autres musiques, le rock est devant. Il y a plein d'autres musiques avant le rap si on prend l'ensemble des tranches d'âge en France, puisqu'encore une fois, mesurer les ventes, c'est mesurer des pratiques effectives. Et ça dépend aussi de qui achète de la musique et de quelle manière. Donc en fait, c'est un très mauvais indicateur si on veut savoir qu'est-ce que les gens aiment. Les goûts et les pratiques, ce sont deux choses différentes. Donc suivant ce qu'on se pose comme question, il faut regarder les bons indicateurs. Et pour les goûts, il n'y a pas d'autre manière que de demander aux gens qu'est-ce qu'ils aiment en fait. Donc malheureusement, il faut faire des études pour ça. Et ça coûte un peu de sous. Donc il faut y consacrer un peu de sous, évidemment. Et puis donc, le rock, justement, c'est passé d'un genre qui était plutôt juvénile et masculin dans les années 70-80, un genre aujourd'hui qui est clairement féminin, par exemple, et puis plutôt écouté donc, par des quarantenaires, voire cinquantenaires. Donc ce qui serait paru à un moment inimaginable et pourtant bien arrivé. Donc c'est possible que pour le rap, ça arrive aussi, mais... Et en fait, ces évolutions de goût juvéniles parce qu'elles se distinguent des autres classes d'âge, en fait, elles cachent un effet d'âge, donc le fait d'être jeune, pas la génération, qui est en réalité plutôt stable dans toutes les générations qu'on étudie. Et c'est notamment, donc l'explication pour le rap et d'autres choses, c'est notamment un goût pour les musiques populaires. Alors populaires dans deux sens du terme, populaires au sens où elles sont massivement diffusées au moment où on fait l'étude, elles sont beaucoup vendues, là on vient d'en parler, elles sont aimées par beaucoup de gens, mais aussi populaires au sens où elles sont aussi bien aimées par les classes populaires de la société au moment où on fait l'étude, plutôt que par les classes supérieures. On pourrait mesurer ça par différents indicateurs, alors des fois c'est l'emploi, les ouvriers plutôt que les cadres, ou le niveau de diplôme par exemple. Et ça, quelque part, ça vaut dans toutes les générations de jeunes qu'on observe, c'est-à-dire le rock au moment où c'est un genre juvénile, c'est un genre populaire au sens où il est massivement diffusé, il est populaire de ce point de vue-là, et aussi il est plutôt goûté par les classes populaires de la société. De fait, le rap, depuis sa naissance, c'est un genre populaire dans le sens qui est aimé plutôt par les classes populaires, et ça n'a toujours pas changé, et qui est devenu, effectivement, ces dernières années, extrêmement populaire aussi dans un sens massivement diffusé. Donc ça, c'est un effet d'âge très stable, qui va aussi concerner, par exemple, le goût pour les contenus anglo-saxons plutôt que les contenus français. Donc quand on est jeune, quelles que soient les générations, on préfère les contenus anglo-saxons, et puis plus on vieillit, plus on délaisse les contenus anglo-saxons pour ne préférer, vers la fin de sa vie, que les contenus français. Quasiment, il y a vraiment une surconcentration pour le français en fin de vie. Chose qui inquiète clairement personne en général dans les institutions culturelles, personne se dit qu'il faut absolument faire découvrir la magie des trucs anglais ou américains aux vieux, mais pourtant il y a vraiment une surconcentration là, donc peut-être il y a des choses à faire là-dessus. Alors, intervention de Philippe, on devient de droite. Voilà. Merci Philippe. Peut-être qu'il y a une forme de corrélation entre les deux, mais que je pourrais pas acter. Il y a un autre effet d'âge qui est très stable aussi et qui est très important, je pense, pour nous. C'est la domination à cet âge-là de rapports qu'on appellerait en sociologie fonctionnels à la culture et notamment à la musique. Alors les rapports fonctionnels, ils vont concerner l'ensemble, ils sont plutôt majoritaires chez tous les consommateurs de culture, mais ils sont encore plus forts chez les jeunes. Donc un rapport fonctionnel, c'est quand on cherche dans les biens culturels, donc dans les musiques par exemple, qu'elles soient efficaces à remplir des fonctions. Alors ça peut être des fonctions sociales, donc elles accompagnent des moments par exemple qu'elles nous fassent délirer, qu'elles nous permettent de bien délirer entre copains, qu'elles nous aident à dormir, qu'elles nous fassent danser, qu'elles nous permettent de s'ambiancer, de choper, de bader après une rupture, de faire du sport, donc toutes les playlists de workout qui fleurissent sur les plateformes de streaming, etc. Donc en fait un rapport fonctionnel, c'est attendre par exemple de la musique qu'elle soit très efficace à remplir des fonctions.
Et chez les adolescents, quelles que soient les générations, depuis qu'on essaye d'observer ces choses-là, effectivement, c'est plutôt, on va avoir d'autant moins de chances de rencontrer des gens qui ont un autre type de rapport à la musique, et notamment des rapports qu'on pourrait dire esthétiques, c'est-à-dire quand on cherche dans la musique en elle-même des qualités qu'on pourrait dire formelles, c'est-à-dire pour pas qu'elle serve à quelque chose d'autre qu'elle-même, mais juste qu'elle soit en elle-même bien faite, et le plaisir vient du fait qu'elle soit belle, par exemple. Donc ça va être important, je vais connecter les choses après. Et donc à partir de là, on peut commencer à essayer d'y voir un peu plus clair, hein, puisqu'on se dit, bon bah ok, si la musique live comme pratique culturelle d'ensemble, c'est-à-dire jouer et écouter de la musique en direct, c'est moins constitutif de la culture juvénile aujourd'hui que dans les années 90 par exemple, ou même 80. D'une certaine manière, si les publics changent à offre constante, forcément on va avoir un déficit apparaître. Et pourtant, évidemment, c'est pas uniquement suffisant comme explication, puisqu'il y a toujours bien du live et il y a toujours bien des jeunes qui vont voir des concerts. Et par exemple, la probabilité d'avoir fréquenté un festival entre les années 80, où on avait posé cette question, ensuite il y a eu pendant un moment on l'a pas posé, et la dernière enquête en 2018 où on a reposé cette question-là, la probabilité d'avoir vu un festival dans l'année a beaucoup augmenté, et notamment chez les jeunes. Donc il y a bien toujours du live, hein. Donc ça, c'est une partie de la réponse, hein, de comment ça se fait que les gens s'éloignent, notamment les jeunes. Et puis la deuxième partie, c'est que s'il y a des effets d'âge qui sont stables, eh bien sans doute c'est un changement de l'offre qui va expliquer le déplacement ou la désaffection d'une partie des publics. Et donc là, on peut se poser la question, pourquoi les festivals gagnent plutôt des spectateurs, là où l'ensemble du spectacle vivant semble un peu souffrir, et là où on a un constat de vos salles, de nos salles, qui est effectivement de l'ordre de la désaffection. Et donc ce phénomène, je pense je ne vous connais pas personnellement, je ne connais pas toutes vos structures, mais je pense qu'il a d'autant plus de chances de vous toucher, puisque si vous êtes là, c'est que vous faites partie d'un réseau de musiques actuelles, et si on fait partie d'un réseau de musiques actuelles, on a d'autant plus de chances que son travail soit pris dans un phénomène d'institutionnalisation. Son travail, son rapport à la musique peut-être personnelle, le rapport à la musique de la structure dans laquelle on est, le rapport au public qu'on a, ce qu'on veut créer chez ces publics, etc. Je précise que pour moi, institutionnalisation, c'est pas un gros mot, c'est pas forcément une évolution négative. Il faut pas l'entendre quand je l'utilise comme être snob ou être des vendus, hein. C'est simplement c'est un processus qu'on peut tout à fait objectiver scientifiquement, et derrière lequel moi, en tant que sociologue ici, je mets aucun jugement. Alors évidemment, quand on participe ensuite là en tant que président d'une asso qui participe à ça, je peux avoir des idées sur la question, mais c'est important là de regarder les choses de manière juste simplement objective. Et de fait, on a eu le temps d'observer de ces phénomènes d'institutionnalisation dans d'autres secteurs culturels et ce que ça fait sur l'évolution des publics. La musique classique, par exemple, sur l'échelle de plusieurs siècles, hein. Le jazz dans le courant du XXe siècle, qui a connu c'est presque un cas d'école d'institutionnalisation, une partie du rock en cours, et puis dans plein d'autres domaines. Par exemple, moi j'ai beaucoup travaillé sur les salles de cinéma indépendantes qui sont très proches de vous, enfin très proches de nous, je devrais dire, dans le phénomène en cours, mais aussi là aujourd'hui dans la lecture, hein, je pense qu'on va observer dans quelques temps, on pourra se retourner et voir cette institutionnalisation de la lecture. Et ce phénomène-là s'accompagne toujours d'un vieillissement du public et on pourrait dire d'un embourgeoisement culturel du public, c'est-à-dire le public devient de plus en plus doté en capital culturel. Par exemple, il va être de plus en plus diplômé, ce qui est typiquement le cas si on regarde des études des publics des SMAC, ça va être donc typiquement le cas. On va avoir un public qui est particulièrement diplômé. Et un des traits saillants de l'institutionnalisation, c'est justement que le rapport à la culture qui est porté par les structures quand elles s'institutionnalisent, il devient de plus en plus un rapport esthétique à la culture et donc de moins en moins un rapport fonctionnel. Donc l'idée, c'est de plus en plus de défendre la culture, l'art en lui-même, parce qu'il serait bien fait et non pas pour ce à quoi il sert. Donc typiquement dans la musique classique aujourd'hui, il y a plein d'œuvres de musique classique qui ont été composées pour accompagner des moments sociaux, des mariages, des événements de batailles militaires, pour glorifier un roi ou maximiser la croyance religieuse. Et aujourd'hui, toutes ces dimensions-là fonctionnelles ont complètement disparu. Quand on va à un concert de musique classique, on est assis et on contemple la musique d'une certaine manière en cherchant une expérience esthétique, c'est-à-dire qu'elle nous fasse quelque chose parce que c'est beau. Et si on lit un petit livret qui va avec, on va nous parler de l'œuvre, de comment elle est faite, de qui l'a faite et de qui l'interprète et de en quoi ça fait quelque chose à la forme esthétique de la musique. Donc là, on a vraiment un processus complet d'esthétisation du rapport à la musique qui va avec l'institutionnalisation. Et évidemment, il y a des gradients, mais ça va vraiment aller de pair avec l'institutionnalisation.
Et donc, les mêmes causes donnant les mêmes effets, ici, on a un secteur qui s'est battu à partir des années 90 pour être reconnu par les institutions, qui s'est emparé au fur et à mesure de problématiques institutionnelles, qui recrute des personnes qui ont une formation ad hoc dans des parcours universitaires. Donc, forcément, on a ce phénomène-là. Et en face, on a les festivals, qui sont des lieux qui sont particulièrement adaptés à ce que la musique soit un support fonctionnel à des expériences sociales, ludiques, un peu comme une sorte de part d'attraction. Hein. Donc, du coup, si on fait une sorte de résultat, dans un cadre de légère désaffection d'ensemble pour le spectacle vivant, on a une évolution de l'offre avec l'institutionnalisation d'une partie des salles, donc plutôt vous et moi, d'un côté, et puis le développement d'une offre qui serait, qu'on pourrait voir comme imbattable pour les rapports fonctionnels, la capacité à proposer des artistes populaires, donc j'ai insisté sur le rapport au populaire des adolescents, donc là, dans les festivals, on peut mettre plusieurs artistes qui sont extrêmement populaires à ce moment-là, sans désencastrer l'expérience du concert de la vie ordinaire, donc on peut manger, boire, fumer, téléphoner, parler avec ses copains, se barrer, faire autre chose. On peut même dormir d'ailleurs pendant un festival. On n'enlève pas le concert de l'expérience de la vie ordinaire. Et donc forcément, l'ensemble de ces phénomènes va venir renforcer l'impression justifiée de désaffection des jeunes pour les salles telles que les salles les plus institutionnalisées. Alors pour terminer, peut-être du coup, quels seraient les leviers une fois qu'on considère ça? J'ai souvent la question de est-ce que, et puis là on en avait parlé avec Guillaume quand on préparait cette semi-plénière, est-ce que les actions culturelles peuvent être un bon levier pour venir contrer cette désaffection? Alors le premier point, moi, ce que montre cette question systématiquement, ce qui m'intéresse, c'est qu'elle est plutôt une bonne preuve de l'institutionnalisation en cours du secteur, puisque face à l'éloignement d'une partie du public qu'on veut attirer, donc typiquement les jeunes et les classes populaires, c'est souvent ça, hein, les deux qui échappent, donc des publics qui sont de fait les plus éloignés des offres institutionnelles, et du coup la réponse qu'on essaie d'apporter, c'est une réponse institutionnelle, donc de l'éducation artistique et culturelle, de la médiation, des actions culturelles. Si on était dans un environnement purement marchand, on imagine bien qu'à déficit de clients, on répondrait sans doute par un effort d'études de marché, de promotion et de marketing, du coup pour essayer de mieux adapter notre offre à la demande ou pour essayer de s'assurer que les clients qui pourraient être intéressés par notre offre sont au courant qu'on existe et viennent acheter les choses. Et donc la réponse par l'action culturelle, elle signale, et à nouveau c'est pas forcément, c'est dit sans jugement hein, de si c'est bien ou pas, qu'on est dans une situation où on pense offrir une offre de qualité qui serait vertueuse pour les gens, qui serait bonne pour eux et qu'il faut s'efforcer de convaincre ou convertir au mieux les gens qui ne seraient pas intéressés par cette offre et dont on croit pourtant qu'elle est bonne pour eux. Et ça, c'est le propre de la position des institutions dans le rapport offre-demande. Hein. Ce n'est pas s'assurer qu'on touche des clients potentiels ou essayer d'avoir une offre la plus adaptée à la demande, mais convertir la demande à une offre vue comme de qualité. Donc si l'idée du recours aux actions culturelles comme levier, c'est la conversion, pourquoi pas? C'est-à-dire ça peut marcher, notamment ça peut marcher, je pense, à des petites échelles, donc des échelles locales dans lesquelles on connaît bien son public, dans lesquelles on peut essayer de cibler des actions parce qu'on comprend le public dans lequel on travaille. Et donc ça, c'est le cas, et c'est quand même une bonne nouvelle des scènes de musique actuelle et des salles en général qui travaillent dans des territoires précis. Mais de fait, hein, quand même, dans les études qu'on a, il y a toute une myriade de sociologues qui ont travaillé sur qu'est-ce que produisait par exemple l'école dans les rapports à la culture, parce qu'en fait l'école fait de l'éducation artistique et culturelle depuis un siècle au moins, hein, les cours de musique, et donc Laurence Eloi qui a fait un livre sur l'enseignement de la musique au collège, qui pourrait sans doute intéresser tout le monde ici, du coup, ou même l'enseignement de la lecture, des lettres, le cours de lettres et de français, ça montre bien que ça produit des conversions qui sont très limitées. La plupart des enfants, de fait, arrivent pas là où l'institution espère qu'elle va arriver. Et de fait, les dispositifs nationaux... Quand tu dis très limité, on a un ordre d'idée un petit peu Alors, de fait, ça dépend ce qu'on mesure. La conversion qui se produit chez presque tout le monde, c'est la croyance qu'effectivement, il y a des choses qui sont mieux que d'autres, même si on ne comprend pas pourquoi elles sont mieux, même si on n'a aucun goût pour ces choses qui sont mieux. Mais par exemple, ça diffuse et ça maintient, ça cristallise la croyance, par exemple, que la littérature classique, même si on n'en lit jamais, même si on n'a aucun goût pour ça, sans doute c'est bien. Et que sans doute Balzac est mieux que Marc Lévy, par exemple. Même si de fait on peut lire beaucoup plus souvent Marc Lévy que Balzac, si on fait des entretiens avec des gens, il y a des chances qu'ils nous disent oui, du coup j'ai conscience du peu de valeur, ils vont pas le dire comme ça, mais d'une certaine manière ils vont dire j'ai conscience du peu de valeur de Marc Lévy, c'est vrai que Balzac ça serait mieux, mais ça me tombe des mains.
Donc et du coup là on aurait un peu effectivement ce genre de choses et donc on peut avoir un respect qui continue Et d'exister donc dans pour la Mozart. musique, si on fait un parallèle, Voilà, donc on peut avoir, c'est mieux que Jul, quoi. On peut avoir par exemple un respect pour Mozart ou effectivement IAM ou les Beatles, alors qu'on n'écoute jamais les Beatles, tout en disant oui, en fait, on peut dévaluer sa propre culture, ce qui est vraiment le cas vraiment des adolescents, notamment les adolescents de classe populaire, en disant oui, bah, j'ai bien conscience que c'est un peu de la merde, mais c'est ce qui me fait kiffer en gros, quoi. Mais donc ça, c'est une partie de la conversion puisque bah, les institutions participent à diffuser cette croyance qu'il y a des choses qui valent plus que d'autres, et donc au moins ils y arrivent. Mais en fait, le but de l'institution, c'est de générer du goût, un vrai goût intense, c'est-à-dire le fait que non seulement on croit sans doute que c'est mieux, mais qu'on a envie d'y aller, qu'on y va et qu'on aime ça d'une certaine manière. Et donc ça, effectivement, ça se produit assez peu, et surtout, par exemple, typiquement le cours de français au lycée, quand on passe de bon, maintenant on arrête de s'intéresser à l'histoire, de est-ce que c'était, il y avait du suspense, mais on regarde le texte en lui-même, donc on regarde le champ lexical, etc. Donc là, on passe vraiment à un rapport formel au texte. Bon, bah là, l'essentiel des enfants sont perdus, comprennent plus le but de l'éducation, et de fait, en fait, ils voient pas le plaisir qu'il y a derrière, qui est un plaisir proprement esthétique. Et pour la musique, c'est exactement pareil. Le rapport esthétique à la musique, c'est quelque chose qui perd l'essentiel des élèves, quoi. Et au cinéma, donc on a vraiment moi j'ai beaucoup travaillé sur les dispositifs nationaux de type école, collège, lycéen au cinéma, que vous connaissez peut-être, hein, et donc qui existent depuis longtemps, donc on peut vraiment avoir du recul, et c'est vraiment pareil. Donc on pourrait vraiment difficilement dire que ça produit des effets de conversion comme ceux visés par les dispositifs. Alors là, on était du coup sur les effets de conversion de l'action culturelle. On avait aussi évoqué, dans le cadre de notre préparation, les différents outils, leviers qui peuvent être mis en place et déployés, soit par des régions, soit par l'État. Notamment le Pass Culture, exactement, qui sont d'ailleurs présents dans la salle, hein, et dont on a un atelier tout à l'heure, donc voilà, merci à eux d'être parmi nous, mais aussi les cartes peut-être jeunes mises en place dans les régions. Exactement. Je crois que tu as travaillé dans le cadre... Ouais, tout à fait, ouais. Alors du coup, oui, alors c'est un autre type de réponse, hein, toujours pareil, plutôt une réponse institutionnelle avec donc Pass Culture et effectivement, ça a déjà été utilisé effectivement depuis en fait des décennies. Moi, j'avais travaillé effectivement en région Rhône-Alpes sur la carte EMRA, donc qui est vraiment le même système, hein, une carte à puce que tous les lycéens et apprentis, donc ça faisait 300 000 bénéficiaires, ils étaient obligés d'avoir pour pouvoir acheter leur livre scolaire en début d'année. Et quand ils rechargeaient leur carte, ils avaient des crédits à utiliser chez des partenaires. Donc pour la musique live, typiquement, ça pouvait être des scènes de musique actuelles, des assos qui faisaient des festivals, etc. Et puis des cinémas indépendants, etc. Donc on a vraiment du recul. Et puis il y avait plein de régions dans lesquelles il y avait déjà aussi des chèques culture. Et l'idée globalement, c'est toujours la même. Et le Pass Culture revient sur exactement cette même idée-là. Le point de départ, c'est qu'on estime qu'il serait souhaitable pour les adolescents d'avoir certaines pratiques effectives ou certains goûts culturels, et espérer que par la pratique effective viendra le goût. Donc on s'appuie sur un ressort tarifaire pour donc générer ou déplacer une pratique effective. Alors générer, c'est en général quand il n'y a pas du tout de pratique effective, quand elle n'existe pas et qu'on veut la faire naître. Donc typiquement, si on donne des places gratuites au théâtre, les jeunes ne vont pas par eux-mêmes pour l'immense majorité d'entre eux au théâtre, donc il n'y a pas de pratique effective déjà existante et on veut essayer de la générer. Et déplacer la pratique, c'est plutôt par exemple, ils vont déjà au cinéma, mais on essaye de déplacer leur sortie au cinéma du multiplex à la salle indépendante locale, par exemple. Donc le problème, c'est que le ressort tarifaire seul, donc là on recolle avec le débat de tout à l'heure, hein, c'est un très mauvais moyen pour créer ou déplacer des pratiques qui n'existaient pas. C'est un bon moyen pour augmenter le volume de pratiques qui existent déjà, mais sinon pas trop. Alors pourquoi ? Parce qu'il manque le carburant essentiel à toutes les pratiques culturelles, donc les vôtres, les miennes, celles des adolescents d'aujourd'hui comme d'hier, qui est la prescription, c'est-à-dire quelque chose qui nous fait penser avant la consommation effective d'un bien culturel, qu'on peut en retirer une expérience satisfaisante, quelle que soit la satisfaction recherchée, qu'il soit une satisfaction fonctionnelle ou esthétique, par exemple. Donc c'est un peu comme si, par exemple, on mange tous, et on achète tous de la nourriture, c'est un peu comme si moi, je viens avec une boîte de conserve sans étiquette, que je vous la donne en disant « tiens, c'est gratuit ». Vous, c'est possible que vous continuez à acheter la nourriture dont vous savez qu'elle va vous plaire plutôt que de prendre ma boîte de conserve dont rien ne vous indique si elle va vous plaire ou pas. Donc ça, ce serait un peu une image de comment on manque effectivement ce truc de prescription. Alors, sur la question de la prescription, justement, puisque moi aussi, en parallèle, j'étais sur l'atelier sur le Pass Culture, on a beaucoup échangé avec les personnes qui seront présentes.
Et il y a un travail qui est fait sur la prescription, sur l'éditorialisation, notamment sur la collecte de data, aussi pour pouvoir adresser l'offre, entre guillemets, la plus en accord, vertueuse, mais aussi en tenant compte des pratiques de consommation, d'achat, etc. Donc il y a un travail autour de cette mise en avant, cette prescription, et il me semble d'ailleurs qu'on est sur un temps éditorial là qui doit être en ce moment sur la mise en avant des métiers de la musique. Donc voilà, il y a aussi peut-être de l'étude des précédents dispositifs qui ont pu mettre en place à droite à gauche, cette notion du fait que la prescription était peut-être manquante à ces endroits et que en tout cas il y a des tentatives, puisqu'on est sur des processus expérimentaux, c'est pas longtemps que c'est là, de s'emparer de cet outil de prescription justement pour voir si ça influe et si ça devient un outil levier. Oui, dans tous les cas, je pense qu'effectivement, pour que ça devienne un levier, il faut l'accompagner systématiquement d'une démarche qui consiste à rendre l'offre désirable, c'est-à-dire que ce soit en fait le ressort tarifaire va devenir le dernier, la dernière étape qui peut faire obstacle. C'est-à-dire quand on a envie de faire quelque chose, si c'est trop cher, on le fera pas. Mais si c'est abordable, on pourra le faire de fait. Mais on est même capable potentiellement de sacrifier beaucoup de son argent pour aller voir un artiste qu'on aime beaucoup, qui coûte très très cher, et d'y aller rarement. Mais pour ça, il faut avoir envie. C'est-à-dire il faut se dire qu'on estime qu'on va trouver une forme de satisfaction dans l'expérience. Donc ça doit venir effectivement avant, si on essaie de suivre le fil logique d'une consommation culturelle. Et le ressort tarifaire, par contre, peut être une très bonne aide pour une fois qu'on est en concurrence avec d'autres personnes qui font la même chose que nous, c'est-à-dire offrir des expériences culturelles, et qu'on arrive à rendre notre offre désirable, d'arriver à avoir un dernier argument pour dire qu'on peut y aller. Mais sans la première brique, effectivement, ça semble un peu compliqué pour y aller. Donc du coup, là, on a effectivement plutôt plusieurs éléments qu'on peut essayer de mettre ensemble, puisque si on part du principe qu'on a un public qui recherche plutôt tendanciellement, encore une fois, ça ne va pas les concerner toutes et tous. Je n'ai pas parlé des disparités sociales très fortes chez les adolescents, qui ne sont pas du tout une masse homogène, mais on a plutôt tendanciellement un public qui recherche des musiques populaires, efficaces pour remplir des fonctions, avoir aussi des prescriptions qui se basent que sur les qualités esthétiques de la musique, c'est-à-dire en disant viens parce que c'est une musique bien faite, d'une certaine manière, c'est une belle musique. En fait, ça va être aussi des indices qui vont être relativement faibles pour donner envie à des gens qui cherchent des musiques qui sont efficaces à remplir des fonctions. C'est-à-dire, d'une certaine manière, c'est pas la même chose de dire viens, ça va être beau, et viens, ça va être la fête, par exemple. Donc on voit bien comment les festivals, eux, peuvent vraiment se rendre désirables sur cette dimension de viens, ça va être la fête, plutôt que viens, ça va être beau, par exemple. Et donc les rapports à la musique des adolescents sont plutôt sur ce deuxième aspect. Voilà, merci beaucoup. Merci pour cette intervention très complète. Alors avant de passer la parole à David, notamment sur l'action de Pollux et comment Pollux répond à ces problématiques qu'on vient d'évoquer, et je pense notamment à la prescription, on en parlait, puisque c'est aussi le rôle des structures présentes de prescrire, c'est ce que tu fais avec l'Extreme Fest, etc., sur des choix de programmation. Est-ce que, parce que Cyril le disait en introduction, ça va peut-être vous titiller. Vous avez des réactions peut-être à ce qui vient? Ça a été très dense, il y a eu beaucoup de choses évoquées, mais peut-être un retour, une réaction de quelqu'un dans l'Assemblée qui souhaiterait prendre la parole? Je crois que les applaudissements se suffisaient alors, suffisaient à eux-mêmes. Ok. Alors, David. Moi, j'ai peut-être juste un petit truc. Oui. Par rapport à ce que tu as avancé, Thomas, parce que dans notre secteur, il est plein de contradictions et de chiffres qui se répondent, et on est toujours dans cet univers à essayer de trouver des réponses avec des choses parfois où on a du mal à trouver du sens, et notamment dans, tu parlais du rap, la musique la plus écoutée, pas forcément la plus aimée, mais aussi cette idée que les jeunes vont écouter de l'anglo-saxon, et avec le vieillissement plus du français. Mais là, pour le coup, moi, ça me fait résonner le rap français, c'est quand même quelque chose qui est énorme. Je ne sais même pas s'il n'est pas plus important chez les jeunes dans l'écoute que le rap anglo-saxon. Et du coup, voilà, il y a cette petite contradiction qui peut-être rééquilibre le fait que le rap, à un moment donné, il a amené la langue française chez des générations qui, par exemple la mienne, de rockers, vieux rockers maintenant, n'écoutaient beaucoup moins des musiques qui utilisaient la langue française.
Du coup, là, si on pouvait rentrer dans les détails, par exemple, et qu'on regardait le goût pour l'anglo-saxon ou le français par exemple, de jeunes qui déclarent une préférence pour le rap, on aurait peut-être un panorama un peu différent en prenant l'ensemble des jeunes. Parce qu'encore une fois, là, ce qui nous intéresse, c'est pas uniquement les jeunes qui écoutent du rap, qui ne sont pas tous les jeunes, hein, de fait, vraiment. Encore une fois, les jeunes qui déclarent une préférence pour le rap, ils représentent plutôt une grosse minorité, donc de l'ordre de 40% aujourd'hui, quoi. Quand on leur donne une sorte de liste de genre. Donc de fait, il y a aussi tous les jeunes auxquels là on pense pas quand on parle du rap, qui vont écouter plutôt par exemple du rock, de l'électro, des variétés, qui vont plutôt effectivement très, très régulièrement porter leur choix vers des contenus anglo-saxons. Et parmi effectivement les auditeurs de rap, on va avoir moins cette domination de l'anglo-saxon, même si de fait il y a aussi le rap US est aussi très fort chez les adolescents. Donc du coup, effectivement, en fait, là, le piège d'une présentation comme ça, c'est que c'est une présentation générale, avec des grosses mailles, comme on disait, et que je pense qu'il y a vraiment un intérêt de se poser des questions ensuite de comment ça se passe chez nous, quitte à essayer soit de trouver des lectures qui soient plus précises de celles que j'ai données, ou de travailler directement, parce qu'en fait, des sociologues qui travaillent et qui sont prêts à faire des études de qualité, il y en a plein, donc de travailler potentiellement en mutualisant les moyens, un réseau aussi ça sert à ça, à essayer d'y voir un peu plus clair sur les réalités qui sont les nôtres, en ayant des problématiques claires. Je pense que là, il y a vraiment un truc à gagner d'essayer de voir les choses en face et d'essayer vraiment de comprendre au mieux la situation, y compris dans ce qu'elle peut avoir d'apparemment contradictoire, en fait, parce qu'il y a forcément un truc à comprendre. Je veux dire, quand on a l'impression que c'est le bordel et qu'on comprend rien, c'est juste qu'on n'a pas encore bien compris. C'est que c'est pas le bordel en fait, mais il y a juste un phénomène qui pour l'instant qui nous échappe. Merci. Alors David, Pollux, donc tout le monde connaît Pollux, on va peut-être faire une présentation assez rapide de la structure, ses activités, le festival, et j'aimerais justement voir avec toi comment ces questions-là traversent l'association, comment vous y répondez, et en tout cas ce que vous avez mis en place peut-être pour y répondre, et surtout comment vous suivez cette ligne directrice qui vient du projet, qui a été co-construit. Donc voilà, je te laisse la parole sur ce sujet. Pollux en quelques mots, et puis après on attaque. Ok, merci déjà Mélanie, Thomas, Guillaume de m'associer à ce moment sur la plénière. Merci à Octopus d'avoir choisi Albi, Pollux Asso et RPG Trémolo pour vous accueillir. Je pense qu'on est très fiers de vous recevoir dans notre cité albigeoise qui est plutôt dynamique au niveau culturel et notamment aussi sur le volet musique actuelle. Donc pour faire rapide, pour ceux qui ne connaissent pas Pollux Asso, c'est une association qui a été créée en 2000, donc qui a une vingtaine d'années, par des musiciens locaux qui avaient le désir un peu de dynamiser ce secteur au niveau local, par manque de concerts, manque de lieux et le désir de mettre en place une activité autour de leur passion, de la pratique musicale, qui était effectivement une minorité peut-être de jeunes dans notre ville, mais qui avaient le désir de s'organiser et de diffuser leur culture et de le partager avec les autres musiciens et un public potentiel issu du réseau amical, social, universitaire, travail. Et c'est à partir de là que l'asso s'est constitué sur un réseau de musiciens, de jeunes issus du lycée, de l'université. Et en gros, pendant une dizaine d'années, l'asso a vécu sur un fonctionnement relativement amateur, proposition d'un concert, 2 concerts par an. Et à partir des années 2010, avec le parcours de vie de plusieurs dans l'association, dont le mien, qui m'orientait plutôt vers les métiers de la musique, l'association a commencé à se professionnaliser, à avoir un projet qui s'est affiné, qui s'est constitué au fil des années, avec une montée en puissance au niveau de la programmation, pour arriver aujourd'hui, depuis 2018, à une équipe salariée qui est venue professionnaliser le projet, qui est monté en puissance, avec des actions qui sont allées, comme pour beaucoup d'entre vous, au-delà de la diffusion. Donc forcément, l'action culturelle, l'accompagnement des pratiques amateurs, le lien, les partenariats sur le territoire, pour aujourd'hui avoir une association qui est administrée par 15 membres du CA, avec une vie vraiment associative assez intense, et avec 5 permanents, dont je fais partie. Je suis co-directeur, j'ai une co-directrice, on a un chargé de com, une chargée d'action culturelle et une chargée de la vie associative et des questions RSO.
donc qui sont des problématiques très prégnantes dans notre milieu. Donc une association qui est partie de très peu et qui continue une aventure qui m'étonne un petit peu encore tous les jours. La vivons au quotidien. Si Mélanie, tu m'en parlais, on s'est rencontrés quand tu étais là en début, il y a une quinzaine d'années. On n'était vraiment pas organisés. C'est clair. Et plein d'enthousiasme. Mais il y avait l'enthousiasme. Oui, c'est vrai. Et on ça ne essaye nous rajeunit pas de parler de ça, mais c'est vrai que j'ai pu voir cette évolution. Tu parlais tout à l'heure de 1 ou 2 concerts de temps en temps. Et puis aujourd'hui, c'est une vraie programmation, un festival, etc., etc. Moi, je me demandais par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure sur l'institutionnalisation des acteurs, etc. Est-ce qu'aujourd'hui, quand tu fais les dossiers, quand tu présentes le projet Pollux, tu dis on fait punk institutionnel, métal institutionnel? En fait, dans les musiques actuelles, dans les lieux ou les festivals institutionnels, il y a beaucoup de punk. Hein. Ouais. Je te rassure, des gens issus de la scène underground qui ont un parcours qui est mené par la passion et puis par leur intérêt pour progresser, apprendre et toujours faire vivre et partager leur passion. En fait, on en retrouve dans énormément de structures. On parle des fois même des métiers passion qui sont extrêmement, des fois, difficiles à gérer. Mais voilà, après, on a eu aussi une montée en puissance d'adhésion en fait, au niveau local. Là, on a une saison de diffusion musicale ici dans la salle de la Tanor avec un concert par mois environ. On a une cinquantaine de bénévoles qui sont présents, qu'on peut mobiliser toutes les semaines pour des réunions, pour des préparations. Et c'est vrai que ça donne une vie très dynamique et une force. Et on sait qu'en ce moment, et encore plus avec la crise, le milieu associatif, les ressources bénévoles, c'est une crise. Chez Pollux, c'est un peu une des contradictions, c'est qu'on a réussi sur ces moments-là, sur les dernières années, à développer la mobilisation autour de l'association, l'adhésion, avec 50 bénévoles sur la saison et 200 bénévoles sur le festival Extreme Fest qui a lieu à Cap Découverte. Il y a d'autres exemples aussi. Je vois Alain Navarro de Post Guitare, c'est une force humaine, le festival, et c'est ce qui fait sa spécificité et son accroche aussi au niveau local. C'est d'avoir 1 millier de bénévoles présents. C'est une force incroyable et inestimable pour des événements dans un contexte, je vais y revenir, de ville moyenne, qui est très spécifique aussi. On évolue tous dans des milieux qui sont différents, dans des structures différentes. On va être en milieu très urbain. Dans la région, on a Toulouse, on a Montpellier. Mais après, il y a tout un réseau de villes moyennes où là, nous, on va se retrouver. Plus après, le milieu rural qui peut justement apparaître dans les études comme des déserts. Et après, sur le contexte, je pense que sur vraiment Albi, Pollux Asso, on est vraiment sur un contexte de ville moyenne avec une zone rurale très proche. C'est-à-dire que quand on sort d'Albi, on est rapidement en milieu très rural. Le continuum urbain, quand on va vers Carmaux, il s'arrête très vite et on est rapidement sur des petits villages. On peut habiter, on a la chance de pouvoir habiter à 5-10 minutes d'Albi et être en pleine campagne. Et ça, c'est vraiment des choses qui sont très très importantes dans la manière dont on a constitué, je pense, et construit notre projet, en fait, parce qu'on l'a construit. Moi qui suis géographe, c'est des questions qui m'ont interpellé. On l'a construit avec notre environnement. Et c'est les interactions entre l'homme et son environnement qui fait qu'à un moment donné, il va se passer telle chose à tel endroit. Donc effectivement, moi je vais plutôt avoir une position de témoignage un petit peu, parce que nous on est dans le faire, on est au quotidien en train de monter des actions, y réfléchir, déposer des dossiers, les mettre en place, faire des bilans, les analyser. Du coup je vais avoir cette position un peu de vous donner un petit témoignage de ce qui se passe sur notre secteur et sur notre environnement et comment on l'a bâti. Donc après, pour Luxasso, c'est des moments de diffusion, je l'ai dit ici, on a des concerts sur le plein air gratuits dans la ville à partir des beaux jours, à partir du mois de mai. Et c'est quelque chose d'assez fondamental aussi dans la manière dont on veut toucher les publics, c'est que les concerts ici en saison, ils sont payants. Mais à partir du mois de juin, on fait un concert par semaine en centre-ville. Ces concerts sont gratuits. Et on essaie de trouver un équilibre entre le payant, le gratuit, pouvoir attirer justement ces publics qui vont être plutôt connaisseurs,
qui vont avoir une attente qualitative de la musique, mais aussi aller sur un public qui va avoir justement ce besoin de fonctionnalité de la musique, où on va pouvoir se retrouver autour d'un moment convivial, et on essaie justement de faire en sorte de créer des ponts entre ces deux gros pôles, comme ça, pour justement éviter la fracture que certains ont peut-être connue, d'établissements culturels qui, par moment, sont en décalage complet avec le reste de la population. Et je pense que c'est une réflexion qu'on a tout le temps. On veut des noms. Pardon ? On veut des noms. Non, mais c'est quelque chose qu'on a tous ressenti à un moment donné, de pas forcément se sentir Bien sûr. hyper à l'aise dans un environnement, et on a un réflexe un petit peu naturel de s'en détacher. Et c'est justement là où il faut vraiment arriver à se questionner pour comment garder un lien, comment faire en sorte de ne pas mettre de barrières et optimiser au maximum en fait le fait de pouvoir aller chercher des publics, parce que bon, il y a la problématique des publics, elle existait avant la crise, elle existait avant la digitalisation en outrance. C'est toujours quelque chose, moi je l'ai toujours entendu depuis très longtemps dans les réunions, dans les assemblées de réflexion sur le milieu des musiques actuelles. Et je pense que là, il y a eu un phénomène d'accélération, en fait. Tout s'est précipité avec la crise du Covid, avec les nouvelles pratiques. Il y a ce changement de génération qui aussi quand même arrive, et on le sent, une génération qui est portée par d'autres attentes de la musique, une génération qui est portée aussi par des valeurs ou des changements dans la société qui sont très forts, et ces générations, elles attendent de les retrouver aussi dans notre secteur. Donc il faut s'emparer d'un environnement vraiment global pour essayer d'aller trouver ces différents publics et de pouvoir avoir différentes réponses, parce qu'il n'y a pas une réponse, il y a plusieurs réponses pour plusieurs publics, et il y a différentes réponses en fonction de l'environnement dans lequel on évolue. Tu me disais aussi que ce qui était extrêmement important dans les ponts que tu évoquais, c'était cette création, cette recréation, retisser du lien social, et que c'était aussi cet aspect-là qui entre guillemets, permettait au public de s'identifier, d'avoir une implication, Alors oui, ça a été un choix fort. En fait, c'est la base même de notre projet chez Pollux Asso qui après se diffuse dans les différentes actions, donc diffusion, action culturelle, médiation. C'est à la base avoir eu une équipe, un CA qui s'est constitué en 2013, qui a dit maintenant l'asso on va la bâtir, on va la faire évoluer, et il faut vraiment marquer de manière forte le fait qu'on a un vrai conseil d'administration, c'est pas un CA fantôme. Il y a vraiment des gens qui vont s'investir, qui vont bâtir le projet en collaboration forcément avec ceux qui étaient là, ceux qui étaient plus professionnalisés, mais déjà avoir une espèce de légitimité, en fait, de faire participer des gens et d'inciter les gens à venir participer à la vie, à la gouvernance de l'association. Ça a été de 2013 à 2017, ça a été vraiment le cheval de bataille de mon CA, c'est-à-dire aller chercher des gens, s'ouvrir pour faire venir des personnes qui n'étaient pas dans notre cercle de petits copains de lycée ou de pratiques musicales, qui était un cercle relativement fermé. Comment aller au-delà ? Et c'est la réponse qu'on a voulu donner nous, en tout cas, c'est notre CA, c'était on va s'ouvrir et on va constituer une équipe qui vraiment va s'agrandir et être dans la diversité. Donc ça a été le premier choix, avec pour objectif sur les années à venir, et c'est en train de se passer chez nous, justement, 5-6 ans après ce choix fort. Ça prend du temps de bâtir un CA, de bâtir une vraie démocratie participative. Dans les associations, c'est un cheval de bataille. Et moi, je suis très fier que notre président et notre bureau aient vraiment porté ça de manière forte. C'est à un moment donné inverser la tendance par rapport à ce qui est insufflé dans nos actions. C'est-à-dire qu'au départ, forcément, on avait un CA assez regroupé qui a dit on va travailler sur telle thématique pour fédérer, pour travailler. Et puis au bout d'un moment, l'idée c'est d'aspirer, de faire venir des gens, des bénévoles, des adhérents, des professionnels qui peuvent être de conseil dans certaines commissions de travail, et faire remonter les idées de la base pour pouvoir infuser dans nos actions.
Donc au départ, on part de quelque chose qui part vraiment du haut vers le bas, mais qui a pour but justement au bout d'un moment de faire remonter les informations. Et au début, on a donc constitué un CA assez fort sur cette thématique. Le CA désormais c'est une quinzaine de personnes. Les réunions étaient très très longues, les sujets très vastes, c'était très fatigant, et il a été décidé l'année dernière de créer des commissions de travail sur les axes forts de l'association. Et dans ces commissions de travail, donc, qui sont menées par quelques membres du CA, on y intègre des bénévoles ou des gens, n'importe qui peut y venir. C'est-à-dire qu'on a 4 commissions. Donc on a la commission vie associative, on a la commission responsabilité sociétale, on a la commission action qui va être plus sur la programmation ou les actions qu'on met en place, et on a une commission communication. Et donc à travers ces 4 thèmes, on essaie justement d'intéresser les gens, de les faire venir, d'apporter leur vision des choses, d'apporter des idées pour alimenter le projet. Et à partir de ces commissions, effectivement, là ça fait un peu plus d'1 an qu'on les a mis en place, il y a véritablement le projet qui prend du sens et qui prend même de l'ampleur. Et nous, notamment moi en tant que salarié, ça m'a donné aussi une autre position dans l'association, où pendant très longtemps, et peut-être même encore, je suis identifié comme le porteur de projet qu'on peut retrouver un petit peu de manière caricaturale un petit peu partout en France, de celui qui a cristallisé autour de lui pour faire avancer. Mais ça, c'est en train de changer, et moi je le sens, ça me donne même aussi parfois plus de confort dans ma position pour pouvoir en discuter, pour pouvoir être sûr que quand on prend des décisions, elles ont été partagées, elles ont été débattues, et le projet monte en puissance, je pense, chez Pollux, aussi parce qu'à la base, il y a ce travail qui a été fait, qui est long, qui n'est pas facile, mais qui au bout d'un moment monte en... c'est un truc qui s'emballe un petit peu, de manière positive, et c'est un travail qu'il ne faut jamais lâcher aussi. Donc c'est vraiment ce travail sur le CA, les commissions, et comment faire que... à travers les valeurs de l'association, notre projet soit de musique actuelle puisse en être imprégné. Moi, je me posais une question justement par rapport au retour des publics, la question du local et surtout des artistes de ton territoire. Je me demande si le fait que vous participiez avec Pollux d'une certaine émulation, que vous soutenez, vous accompagnez des groupes, puisqu'il faut aussi qu'on parle d'artistes, donc des groupes locaux, voilà, que ce soit par de la diffusion ou par autre chose. Est-ce que cette action-là d'essayer d'entretenir une émulation locale, voire même parfois de la porter, est-ce que, d'après toi, c'est quelque chose qui agit sur notre sujet d'aujourd'hui? Est-ce que le public, entre guillemets, les personnes qui gravitent, les publics qui gravitent autour de ces projets-là, tu vois, ça les implique peut-être, ça fait en sorte qu'ils sont bien plus attentifs à ce que vous mettez en avant, à tout un tas d'actions que vous pouvez mettre en place? Est-ce que voilà, cet entourage-là, autour des projets musicaux locaux que vous suivez, est-ce que c'est aussi pour vous un levier de retour du public? Alors, je pense que nous... Je me rends compte que ma question a fait 3 minutes, j'ai entendu quelqu'un bâiller. Je suis désolé, pardon. Désolé. C'est bientôt fini, vous inquiétez pas. Mais moi, là, pour le coup, on peut s'inspirer et à la fois de notre expérience avec Pollux, c'est-à-dire que je l'ai déjà dit, l'asso, elle s'est montée avec des musiciens locaux qui, effectivement, ça rejoint ce que Thomas disait, sont minoritaires. Nous, quand on était au lycée, il y avait quelques musiciens, quelques groupes, mais on n'était pas majoritaire. Et en fait, on se retrouve avec des acteurs qui peuvent être minoritaires sur un secteur, mais qui par contre vont être hyper actifs et vont être des leviers, en fait. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, et ça on essaie de ne pas l'oublier chez Pollux, et de justement peut-être l'amplifier, essayer d'accompagner, d'être au plus près des artistes locaux, y compris des plus débutants. Là, ces derniers temps, on essaie de développer un projet auprès des lycéens, des jeunes lycéens qui pratiquent la musique. On a la chance d'avoir un groupe de lycéens qui s'est constitué, qui joue. Et en fait, il faut être au contact de ces personnes-là, parce que finalement, ils sont très actifs. C'est des activistes. Et grâce à ça, ils vont aller toucher leur réseau familial, leur réseau d'amis, qui finalement, après, viennent les voir au concert, vont venir, vont parler, vont dire vous avez vu... tel groupe, pour le coup il s'appelle Euterpe, ils ont joué chez Pollux, donc ils ont une espèce de petite fierté aussi d'être venus faire un concert chez une association ou une structure, un établissement
musical qui a une certaine légitimité ou une aura qui peut impressionner des fois les jeunes musiciens ou qui soient vraiment débutants ou amateurs plus. Et c'est leur faire signe et leur dire ici c'est chez vous en fait. En premier lieu, c'est d'abord chez vous, parce que nous, c'est ce qui nous manquait. Et l'espace qu'on essaie de créer maintenant, c'est de dire aux musiciens locaux, Pollux, c'est chez vous. Venez, vous avez besoin de quoi, on va vous aider. Et ça fait partie, je pense, de l'ADN de l'asso et pas se reposer, mais se dynamiser en fait cette pratique amateur et l'accompagner, c'est aussi travailler les autres publics qui sont au contact de tous ces individus, parce que mine de rien, ça on le ressent peut-être plus dans une petite ville et une ville moyenne, c'est qu'on est la somme de plein d'individus. Et on est vachement, moi je le vois par rapport au contexte quand j'en parle avec mes amis qui sont à Toulouse dans des programmations où on est vachement noyé, il y a le côté écrasant de l'agglomération au niveau social. À Albi, à partir du moment où tu as été au lycée Bellevue, tu as fait du foot, tu connais toute la ville. Donc c'est quand même un côté hyper intéressant. Ça peut avoir ses difficultés et ses mauvais côtés. Mais bon, moi je suis né ici, donc forcément je m'y suis adapté. Mais on a ça vient aussi de cet environnement qui fait que la scène locale, les musiciens amateurs, dans une ville comme Albi, c'est hyper important parce que ça va être le réseau. Après, ils sortent, ils vont dans des bars, ils vont dans d'autres concerts. Et c'est aussi... nous, on a mis en place un projet d'accompagnement autour du live stream pour les groupes locaux. Ils ont un produit à la fin qui est hyper pro. Ils sont super contents de le diffuser. Et avec la digitalisation, on a essayé justement de s'emparer de cette question. En fait, on va aider les groupes émergents à être présents sur Internet avec des supports de qualité. Et finalement, nos petites live sessions, on ne fait pas des têtes d'affiche nationales, on fait des groupes locaux, mais finalement, c'est peut-être plus intéressant au niveau local pour mobiliser et fédérer le public. Oui, tu parles de la digitalisation des plateformes. On a aussi hésité dans la préparation de cette rencontre à aborder la thématique plateformisation, festivalisation, etc., saisonnalité. On n'est pas allé là-dessus, mais on aurait pu aussi faire 2 heures sur ces sujets-là. Moi, peut-être avant de vous donner la parole, je souhaiterais justement, on parlait de cette émulation locale, des groupes locaux, de l'accompagnement de groupes locaux. Je souhaiterais poser une question à Mélanie, on en avait évoqué aussi ensemble, et je pense que ça fera peut-être naturellement le lien avec la plénière suivante qui aura lieu donc à 11h30. C'est ça, Cyril, je ne me trompe pas ? Très bien, 11h30. C'est justement la question du soutien à la création de la SACEM. Alors, on le sait, il y a le contexte Covid, et justement, j'aimerais, si tu souhaites le faire, qu'on fasse un petit point sur ces questions-là, ce qui nous permettra d'arriver vers les actualités du secteur de la plénière suivante. Oui, bien sûr, Guillaume. Merci. La SACEM mène toujours son action culturelle, bien entendu, malgré ce contexte Covid. Vous le savez qu'une partie des fonds de l'action culturelle est utilisée pour financer un fonds de secours à destination de nos auteurs, compositeurs, éditeurs qui souffrent de cette crise, mais nous conservons quand même des aides à des projets et des aides également à des auteurs, compositeurs émergents. Donc j'avais plaisir à entendre David parler des jeunes groupes locaux, de projets, vous les aidez pour les streams, etc. C'est chouette. Nous, on a renforcé notre aide à l'autoproduction, renforcé par le nombre de projets aidés, par le montant aussi attribué, puisque aujourd'hui, l'aide à l'autoproduction, elle a été portée à 6 000 €. Donc vous connaissez tous cette aide et vous orientez souvent d'ailleurs les jeunes auteurs-compositeurs locaux ou régionaux vers cette aide, et donc il faut continuer à le faire parce que c'est un bon soutien effectivement. Et puis toujours les aides de la SACEM vers les festivals. En 2020, on a même maintenu les promesses qu'on avait faites au festival, même s'ils ont été annulés à cause de la pandémie. En 2021 et en 2022, on continue à soutenir les festivals, et donc certains d'entre vous ont sollicité d'ores et déjà, puisque les aides se font en 2 temps cette année pour s'adapter à cette crise et au manque de visibilité qu'on peut avoir.
Donc il y aura une nouvelle ouverture de programme d'aide au festival sur les mois d'avril-mai pour tous les festivals qui auront lieu entre août et décembre 2022. Donc il n'est pas trop tard si vous organisez un festival sur le deuxième semestre. Voilà. Et puis nous avons également encore une aide au SMAC, même si petit à petit, effectivement, les aides sont plutôt gérées par le CNM, et je crois qu'il y a les représentants d'ailleurs dans la salle. Voilà, donc bien sûr, la SACEM reste un soutien important et plus que jamais auprès de la filière musicale. Et donc, il ne faut pas hésiter à nous solliciter. Vous connaissez certainement aussi les aides des autres acteurs de la filière musicale, la Spedidam, l'ADAMI, les collectivités, les régions. Et toutes ces aides sont regroupées sous le site monprojetmusique.fr. Donc, n'hésitez pas, bien sûr, à consulter ce site, à regarder aussi les appels à projets, puisque vous connaissez certains de nos programmes comme les Fabriques à musique, le programme Salmom. On a fait pas mal de choses ces dernières années sur l'éducation artistique, l'éducation musicale, donc le jeune public, votre public de demain. Voilà, donc n'hésitez pas surtout à nous contacter ou à consulter notre site, nos aides au projet, ainsi que monprojetmusique.fr. Voilà, j'étais assez concise parce que je vois que Cyril est le maître des horloges aujourd'hui, et j'ai senti tout à l'heure que la pause quand même était importante pour vous ce matin, donc on ne va pas rogner quand même sur la pause. Voilà. Non, mais ensuite, on reste disponible pour différents échanges après et dans le cadre de ce quart d'heure de pause. Avant qu'on conclue, déjà merci beaucoup à tous les trois, donc Mélanie, Thomas, David, d'avoir accepté d'ouvrir cette plénière. David, je vais te laisser le mot de la fin. Déjà, tu souhaitais réagir sur quelque chose et ensuite un petit mot de la fin. D'accord. Non, mais en fait, j'avais préparé quelques notes et comme un vrai punk, j'ai rien respecté à ce que j'avais noté. Donc, ceux qui m'ont aidé à préparer mes notes doivent se dire, une fois de plus, il n'a pas du tout respecté ce qui était prévu. Mais c'est comme ça. Par contre, j'aimerais juste, par rapport à tout ce qu'on a à mener, il y a quand même deux éléments quand même qui me semblent essentiels dans mon témoignage qu'il ne faut pas oublier. C'est on met en place des moments de médiation entre les artistes et le public, et on essaye de faire en sorte qu'ils soient le plus ouverts possible, et qu'il n'y ait pas besoin de prérequis pour le public pour venir assister à ces moments de médiation. Et mine de rien, quand ça commence à se savoir dans un réseau, nos moments de médiation, nous, ils marchent de mieux en mieux. Nos moments de médiation, il n'y a pas de thématique très forcément formalisée avec l'artiste. Il y a un peu une carte blanche, et ce qu'on lui demande, c'est surtout à un moment donné que les gens qui viennent se sentent proches, intéressés. L'artiste peut parler peut-être de sa technique, de son installation, mais il va pouvoir peut-être parler de sa carrière ou d'autres choses. En fait, ça peu importe, mais c'est vraiment essayer de créer des moments de rencontre et de briser un peu ce côté, le gap qu'il peut y avoir entre le public et les artistes. C'est un bon moyen quand même de travailler. Et le dernier point, ça va être essayer de développer le plus les partenariats en fait sur notre territoire. Et ça, c'est hyper important, et de faire des choses avec ces partenariats. Et pas dire juste oui, on est partenaire d'un tel, mais finalement, qu'est-ce que vous faites ? On est partenaire, on échange des bases de données, ou on fait un échange de com sur Facebook. En fait, ça, c'est pas du tout ça. C'est véritablement monter des projets. Et nous, autour de nos concerts, ce qu'on a mis en place, c'est que chaque mois, on a une thématique. Et par exemple, au mois de février, on a fait du rap ici, on a fait un concert avec Furax. Et on a aussi, la semaine avant, diffusé un film qui s'appelle Haut et Court, qui est un film sur la pratique du rap au Maroc, dans le cinéma CGR à Réessé à Albi. Et en première partie, on a organisé un open mic. Donc c'est comment, à travers ces partenariats, amener nos esthétiques sur d'autres champs d'activité. Donc ça peut être dans un cinéma avec une projection, ça peut être une conférence dans un bar, ça peut être une exposition avec les arts plastiques dans une médiathèque, ou essayer d'investir d'autres endroits qui ne sont pas forcément des endroits où on nous attend, mais où on va amener nos esthétiques et notre activité.
Et à travers ça, nous, on espère pouvoir toucher d'autres publics aussi. Oui, tu décloisonnes ton activité pour l'amener vers les publics là où ils peuvent se trouver. Voilà, bon, c'était un petit exemple comment aussi fédérer des gens autour de notre projet en allant au-delà des esthétiques. Donc il y a la fonctionnalité, comme tu disais Thomas, mais il y a aussi et surtout les valeurs de ce qu'on porte avec l'association. Et à partir du moment où les gens accrochent aux valeurs, et un très bon exemple chez nous, c'est l'Extreme Fest, c'est-à-dire que tous les gens, tous les bénévoles qui viennent, c'est pas des métalleux, c'est pas des punks. Bien au contraire, même souvent c'est des gens qui étaient plutôt Qui sur n'écoutent d'autres que du esthétiques jazz. et autres, et qui s'y investissent par toutes les valeurs qui vont être l'égalité, la fraternité, le partage, le moment ensemble et tout ce que ça amène. Et ça, mine de rien, c'est quelque chose qu'on a chez Pollux et qu'il y a dans plein de structures, normalement dans toutes nos structures, et je pense que c'est un super appui pour promouvoir notre activité auprès d'un public qui peut-être dans un premier temps ne va pas être très très proche. Voilà, on arrête là. Merci beaucoup. Tu as fini les notes, c'est bon. Non, mais... Merci à vous, merci Thomas, merci Mélanie, merci David. Est-ce que, avant de vous libérer, est-ce qu'il y a peut-être des personnes qui souhaitent réagir sur ce qui vient d'être évoqué ? C'est maintenant, hein. Je compte jusqu'à 3. 1, 2, 3, terminé. Merci à vous, bon café et la prochaine plénière, actualité du secteur, 11h30. Merci.